Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, je suis en compagnie de 3 diététiciens, Maxime Barbeau, Arnaud Cuche et Aurélien Leclerc pour nous parler de leur travail de fin d'études qui portait sur, existe-t-il une association entre un régime hyperprotéiné et la fonction cardiovasculaire, rénale et osseuse chez le sportif adulte pratiquant un sport de force? Dans un premier temps, peut-être, je vais vous demander de vous présenter un peu. Je sais qu'Aurélien, toi, tu es un petit peu le superviseur de ce travail, donc on va peut-être commencer par toi. Ça marche. Alors, donc moi, je m'appelle Aurélien Clerc et donc je suis diététicien depuis une quinzaine d'années maintenant. Et puis, je suis aussi, je travaille essentiellement en milieu hospitalier avec quelques spécialisations plutôt soins intensifs, diabète et cardiovasculaire, on va dire. Et puis, depuis maintenant, depuis quand 2021, ça fait 3 ans, je suis enseignant aussi à la filière de formation romande des diététiciens qui est sur Genève. Et pour compléter encore ça, depuis à peu près 1 an maintenant, je suis en train de faire mon doctorat, mon PhD en cardiologie. Voilà. Maxime? Avec plaisir. Moi, je suis diététicien, mais depuis seulement 1 mois, on va dire. Donc, pas pour autant que j'ai pas encore de l'expérience. On va peut-être le voir plus tard, mais pour le coup, moi, je plus parler de pourquoi j'ai choisi cette voie-là, parce que, ben, avant tout, j'aime m'alimenter. Je suis un gourmet, j'aime cuisiner. Je suis aussi très attaché à ma santé, au bien-être. Et pour moi, bah, pouvoir le transmettre aux patients, aux autres, bah, c'est très important. Et c'est aussi ce qui permet de garder sa motivation au quotidien. Et puis, c'est aussi une science, la nutrition. Donc, c'est ce qui m'intéresse là-dedans. Donc voilà, moi, je vais commencer à travailler d'ici à 2 semaines en hôpital. Et puis, j'ai très plaisir de commencer. Et enfin le dernier pour la route. Oui, alors moi c'est Arnaud Cuche, 25 ans, je suis comme Maxime, fraîchement diplômé depuis 1 mois. J'ai déjà commencé à travailler donc à l'hôpital de Neuchâtel depuis bientôt 1 mois aussi. Je trouve que tu as très bien résumé le pourquoi la diététique, c'est un peu dans les mêmes eaux. Je suis aussi pratiquant de musculation depuis 10 ans maintenant, donc j'ai toujours été très passionné par la force, le sport de force et la nutrition bien sûr, ça va avec. C'était un peu ma porte d'entrée à moi. Et après, avec les études, bah, je me suis intéressé à d'autres sujets, notamment tout ce qui était clinique, pathologie, la nutrition plus dans un aspect holistique. Voilà. D'accord, on va revenir, du coup sur, votre, travail de fin d'études qui a connu, un vif succès, au sein de votre université haute école. Hem, Expliquez-moi un petit peu comment, en fait, vous en êtes venu, à réaliser ce sujet qui, paraît quand même assez vaste puisque, voilà, vous étudiez, l'effet d'une consommation, de protéines sur la fonction cardiovasculaire, sur la fonction rénale et sur la fonction osseuse dans une population spécifique qui est justement le pratiquant de sport de force. Donc comment est-ce que vous avez quelle est la genèse en fait de ce travail? Pourquoi, avoir étudié autant de systèmes? Mhm. Pourquoi spécifiquement chez les sportifs de force? Déjà peut-être pour commencer, qu'est-ce qu'un sportif de force? Peut-être que Mhm. certaines personnes ne le savent pas, dans l'audience. Ouais. Ça fait beaucoup de questions, je sais. Ouais, ok, bon, on va essayer d'aller step by step. Ouais, Ouais, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée, le sportif de force, parce que c'était en fait notre porte d'entrée à nous avec Maxime. De base, Maxime aussi, toi tu fais de la musculation depuis longtemps. 10 ans, hein, aussi. Ouais, les deux, ça fait 10 ans. Et c'était un peu notre dada. On voulait parler faire un travail sur la force, la diététique. Comme c'est quelque chose qui est très peu étudié, en fait. Donc, c'était notre porte d'entrée. On s'est dit, on va parler des sportifs de force et bien sûr, qu'est-ce qui va avec? C'était les protéines. Parce qu'on entend tout le temps que les protéines, ça aide à prendre du muscle, prendre de la force. C'est une idée qui est quand même très courante. C'est ça. À savoir que ben voilà, les sportifs de force, ben, du coup, nous, on s'intéresse principalement aux personnes qui font du bodybuilding ou autrement dit du culturisme en français. Il y a aussi des personnes qui font de la force athlétique ou du powerlifting. Et puis, on a aussi toute la partie haltérophilie. Donc, tout ça, ça englobe des sports de force. Il n'y a pas de définition unanime, mais c'est un petit peu ce mmh, qu'on entend par là.
Et puis, c'est vrai que ces sports, en général, sont en augmentation dans la population générale. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse aux pratiquants amateurs et pas aux pratiquants qui font ça de manière professionnelle. Donc, c'est vraiment Oui, parce que de plus en plus de j'ai été monde. étonné de lire dans le travail que, il y a pratiquement, je pense, 20, donc un Suisse sur 5 qui pratique, Mhm. de la musculation et que c'est assez, homogène, au niveau de la parité, enfin, des genres. Donc j'avais été assez surpris. C'est vrai que je sais pas si on retrouve, autant de pratiquants en France ou en Belgique, de musculation. Enfin voilà, c'était un chiffre qui m'avait interpellé, donc les Suisses des bodybuilders, quoi. On Oui, sort dans la rue, ça s'est beaucoup démocratisé depuis quelques années, mais notamment avec les chaînes de fitness oui, qui tout à sont fait. beaucoup développées, où en fait on peut avoir un abonnement et accéder à beaucoup de salles un peu partout en Suisse avec le même abonnement. Notamment la chaîne Let's Go, mais il y en a d'autres. Il y a aussi les réseaux sociaux qui ont un énorme impact. Ouais. Bon, puis je pense aussi, si tu demandes dans la rue, finalement, est-ce que vous faites du fitness? Il y a beaucoup de gens qui font quelque chose en lien avec de la musculation. Après, est-ce qu'on s'est intéressé à comment ces chiffres ont été trouvés? Ben, pas vraiment. Je pense que c'est vraiment basé sur simplement de l'interview, enfin, poser la question aux gens, est-ce que vous pratiquez de la musculation? Mais effectivement, moi, je trouve que je suis pas tellement surpris par ces chiffres, hein, parce que c'est vrai qu'il y a Mmh. énormément de salles de sport et il y a beaucoup de gens qui les fréquentent, mais peut-être que les gens, ils entendent que s'ils vont pédaler pendant une demi-heure, 2 fois par semaine dans un fitness, bah, ils font du fitness, en fait. Donc, voilà. En tout cas, Ouais, bon, après, moi, ça m'étonne parce que, par exemple, en France, c'est plutôt, 17 qui sont en situation d'obésité, donc c'est pas les mêmes chiffres, quoi. ouais, ouais, ah ouais, voilà. Mais mais du coup, expliquez-moi un petit peu, pourquoi, du coup, avoir, pris, ces 3 thématiques, donc Mhm. étudier sur la fonction cardiovasculaire, rénale et osseuse et pas, juste une fonction ou Ouais. Je pense pour le cardio, Aurélien, tu pourrais dire, parce qu'à la base, c'est toi qui as proposé. Ouais. Alors, ouais, c'est vrai que ça, c'était c'est peut-être en lien intéressant, en avec, fait. ton sujet de thèse? Et alors, exactement. En fait, en gros, les étudiants en Suisse, ils terminent leur bachelor par leur travail de bachelor, qui dure, grosso modo, enfin, qui s'étale sur une année. Et puis, en fait, moi, dans le cadre de mon doctorat, j'ai besoin d'avoir, en fait, de suivre des thèses de bachelor, des travaux de bachelor qui sont en lien avec mon sujet d'étude, qui est donc la nutrition et la cardiologie. Donc, en fait, j'avais posé déjà cette question. Est-ce que, il y a un lien entre une alimentation hyperprotéinée et des dommages cardiovasculaires? Parce que, ben voilà, je suspectais ça, enfin, j'avais cette hypothèse. Et puis, après, vous avez fait un premier tour de la littérature et on a trouvé peu de choses que sur ce sujet-là, surtout si on voulait cibler les sportifs de force. C'est pour ça, en fait, qu'après pas mal de tergiversations, on s'est dit qu'on allait ouvrir aussi à des outcomes de santé un peu plus larges. Et ceux que Maxime et Arnaud ont le plus trouvé, c'était au niveau osseux et au niveau rénal, Mhm. évidemment, comme on pouvait le suspecter. Bah, c'est Donc vrai voilà pourquoi que on a étendu. par rapport, à une consommation, je vais peut-être pas dire excessive, mais en tout cas plus riche en protéines, c'est surtout, la fonction, rénale, où c'est Oui. le plus controversé, je pense. Parce que j'avais pas spécialement, eu connaissance, d'un lien entre la consommation de protéines et la santé osseuse. Je sais bien évidemment qu'il faut manger des protéines pour avoir, un minimum osseux, mais je veux dire, j'avais jamais, entendu parler d'une controverse par rapport à la santé osseuse, par exemple. Mhm. C'est Donc clair c'est que pour ça que, voilà, je trouvais que c'était quand même assez large comme sujet, mais finalement, effectivement, s'il y avait des contraintes de base et peu de données, il a fallu élargir, le sujet. mhm. Alors, c'est vrai C'est clair. qu'après, dans le cadre du travail strictement, on veut pas qu'il y ait non plus 35 études à décortiquer et puis faire une revue sur 35 études. C'est aussi pour ça qu'il faut ouvrir suffisamment, mais pas trop fermer, pour avoir d'études à décortiquer, à analyser, à compiler, qui soient acceptables dans le cadre d'un travail de bachelor, quoi. Ouais, que ce soit pas non plus, enfin que ça se transforme pas en thèse, quoi. Voilà, exactement. Ce serait, dommage pour les étudiants, ça fait beaucoup de travail une thèse. Ouais. Et du coup, expliquez-moi un petit peu justement cette méthodologie, comment, vous avez trouvé, les études, comment vous les avez, incluses, excluses, racontez-moi un petit peu tout ça. Mhm.
Vous vous souvenez, ouais. Oui, Faut se remémorer. Non, ça va. c'est quand même assez frais. Pour le processus, donc on a fait une revue systématique de la littérature, donc on a passé en revue bon nombre d'articles selon un cahier des charges qu'on a nous-mêmes créé, donc des critères de sélection et d'exclusion pour les articles, qui fait qu'on a pu intégrer au total 8 études. Et en l'occurrence, les critères de sélection, je ne sais pas si tu veux qu'on les passe en revue, mais de manière générale, c'était surtout des pratiquants. Brièvement, hein, brièvement, voilà, t'en expliques quelques-uns, pas forcément dans les détails, mais C'était donc des pratiquants adultes, et puis pas forcément du coup des gens plutôt amateurs, mais pas de professionnels. On voulait pas d'essais animaux non plus. On voulait vraiment se concentrer sur des personnes qui pouvaient potentiellement développer des maladies. Et puis, on a aussi exclu les pratiquants qui utilisaient des produits dopants, parce qu'on sait que ça peut avoir des influences, notamment sur les outcomes de santé qu'on a étudiés. Donc, ça aurait été contre-productif d'étudier ça. Et puis, voilà, on a ouvert au maximum avec toutes les langues, toutes les durées de parution. On a été assez large, on va dire, Ouais, là-dedans. on a essayé d'inclure un maximum. Et puis on s'est basé sur des bases de données, en fait. Je sais pas si tu connais, mais les principales, PubMed, Embase, Cinal, vraiment les trois. Les trois. Les trois principales, on trouve des articles et des études en lien avec la nutrition, en fait. Ouais. Peut-être un autre point qui est aussi important de spécifier, c'est qu'on parle de high protein depuis tout à l'heure, mais on n'a pas spécifié ce qu'on entendait par là, parce qu'il n'y a pas de définition non plus claire. Mais en tout cas, nous, on est parti du principe qu'au-delà de 1,2 g par kilo par jour, on était déjà dans du high protein, et ça pouvait monter dans certaines études jusqu'à 3,3 g par kilo. Donc, en fait, on a une fourchette assez large. Mais voilà. Donc, dès qu'on était au-dessus de 1,2, on était dans du high protein. Ce qui est assez facile à faire, d'être au-dessus d'un point 2. Oui, Mais les recommandations de base, c'est 0,8 en fait, normalement pour les adultes. Donc c'est pour ça qu'à 1,2, on considérait déjà comme high protéine. oui, non, effectivement, pour la population générale, c'est 0,83 grammes par quelque chose comme ça. Exact. Donc, les recommandations à 1,2, ça commence déjà à être les recommandations pour les sportifs dans la plupart des guidelines. Mhm. Pour les sports de force, je ne sais pas s'il y a des guidelines officiels, mais la plupart des pratiquants consomment facilement entre 1,6 et 1,8, parfois 2 pour certains, pour les plus. Exactement. Même au-dessus, je pense, pour les pros. Mais bon, là, on parle pas des pros forcément, mais ça mange des protéines. Ouais. Du coup, C'est d'ailleurs, c'est très accessoirement, bien, vous avez un sujet défini, vous avez fait donc cette revue de la littérature, vous avez au final 8 études. Qu'est-ce qu'il en ressort de ce travail au final? Mhm. Quel résultat de ce travail? déjà, on peut dire qu'on a analysé la qualité des études pour s'assurer qu'on puisse extrapoler des résultats. Et la qualité était globalement moyenne à bonne. Donc, on a pu du coup aller plus loin dans la démarche. Et puis, majoritairement, il n'y avait pas de lacunes d'un point de vue méthodologique. Donc, c'était rassurant. Déjà, ça, c'est un résultat. Mhm. C'est vrai. Oui, tout à fait. Ensuite, quand on parle des outcomes, donc on a divisé par voilà, la fonction cardiovasculaire, la fonction rénale et la fonction osseuse pour pouvoir y répondre. Mhm. Donc, Ouais. Dans les grandes lignes, je vais pas te couper, hein. Dans les grandes lignes, on peut retenir que pour la fonction cardiovasculaire et osseuse, il n'y a aucune étude qui a montré un impact négatif sur cette santé-là, en fait, avec un apport élevé en protéines. Et sur la fonction rénale, on a une étude qui a montré des élévations significatives de deux marqueurs, en fait, qui pourraient laisser présager qu'à long terme, il pourrait y avoir une péjoration de la fonction. Donc, elle n'a pas été démontrée, mais voilà, c'est un peu plus mitigé pour la fonction rénale. je vais peut-être nuancer un petit peu parce que c'est vrai, bon, c'est déjà une étude parmi les 5, mais c'est surtout le fait qu'ils ont constaté une élévation significative, mais ces élévations elles étaient toujours dans la norme physiologique. Donc ça veut dire qu'on n'était pas au-delà de ce qui était probablement au-delà des normes. c'était urécréate. Hein, C'était l'urée et la créatine. Oui. Bah, c'est vrai que Ça, la
Pour la fonction rénale, c'est toujours plus controversé, hein. Hem, je pense que vous l'avez inclus dans votre travail, mais il y a, il y a peu de temps, il y avait une étude intéressante qui était sortie, je crois que vous l'avez inclus, qui montrait justement que finalement, ouais, une consommation excessive de protéines, ne poserait pas problème, en fait, dans le cadre du développement d'une pathologie rénale. Je sais pas si vous l'avez vu passer, je crois qu'elle est sortie il y a un mois, il me semble que vous l'aviez inclus. C'est peut-être un peu trop spécifique là pour vous, si ça fait un petit temps. Je sais pas si ça vous dit quelque chose? Je crois que c'était la source, 75. Mais c'est possible que ça soit pas une des études primaires qu'on ait sélectionnées, mais une qu'on avait utilisée dans le cadre de référence. La dernière sur la santé rénale, oui, ça me dit quelque chose. C'est celle que Florian nous avait partagée, il me semble. Mais en gros, c'est vrai que à retenir, c'est que je pense que c'est important de contextualiser que c'est dans cette population-là, donc de sportifs en bonne santé, il y a rien qui démontre en fait qu'une consommation de protéines relativement élevée, donc souvent au-delà de 2 grammes kilo ou aux alentours des 2 grammes kilo, ne posait pas de problème dans les études d'intervention qui étaient menées, quoi. Ça, c'est quand même ce qu'il faut retenir. Mais dans cette population, et puis c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que c'est une population qui est vraiment peu étudiée et avec des interventions qui sont quand même relativement longues, de 3, 4, 5 mois, 10 mois, 12 mois. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a une certaine valeur, de dire qu'avec cette exposition finalement relativement longue à un apport en protéines conséquent, eh bien, il y a pas de conséquences fâcheuses Mais durant c'était en ce laps plus de temps. très élevé, hein. Ouais, ça Dans peut aller dans très dans une haut. des études, je pense que c'était à plus de 3 grammes, hein. Voilà, Oui, voilà, exactement. Donc ouais, ce donc qui c'est est plutôt énorme. rassurant. C'est plutôt Ce qui est rassurant. plutôt énorme parce que habituellement, dès qu'on a 2 grammes, on crie, aux problèmes rénaux, mais Ouais, ouais. Mmh. donc au final, c'est de super résultats. Le Oui. fait justement d'arriver à démontrer que justement, il y aurait pas d'impact, néfaste d'un régime riche en protéines sur, ces santés-là, cardiovasculaires, osseux et rénales. Hem, mais bon, malgré tout, vous l'avez dit dans votre travail, il y a des limites. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Bien sûr. Hem, juste avant pour la fonction rénale, en fait, pour nuancer, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme c'est la créatinine et l'urée qui étaient hautes, mais par rapport à notre population, ce sont en fait des choses qui sont influencées par la masse musculaire aussi. Donc, qu'on ait une créatinine plus élevée, mais chez des bodybuilders, en fait, c'est normal parce que la créatinine, c'est un reflet de la dégradation musculaire, si tu veux. Donc, en fait, c'est influencé par la quantité de protéines, oui, mais aussi par la masse musculaire. Donc, en soi, c'est pas si grave si la créatinine est un petit peu haute chez les bodybuilders. Mais, Donc, pour l'étude qui montrait mais ça, après, c'est vrai qu'on n'a pas des études sur hyper longtemps. c'est Puis ça. après, il y a quand même une chose, c'est que l'absence d'évidence, c'est pas l'évidence d'absence. Ça veut dire que, en gros, ça veut pas, c'est pas parce qu'on n'a rien trouvé que on peut bouffer des protes Oui, euh, sans Oui, faire bien attention. évidemment. Je pense que là, il faut aussi Il dire faut que nuancer. les exact. études, elles disaient aussi que la dose optimale, c'était 1,5, 1,6 pour la force, pour le développement musculaire. Au-delà, ça sert à rien. Donc, en fait, Effectivement, ouais. voilà. Ce qui m'intéressait aussi de mentionner ici, c'est que finalement, c'est aussi cette idée d'hyperprotéiné, c'est aussi né de ce qu'on observe dans la population générale, dans la population de sportifs de force, bien sûr. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui mangent des protéines de manière complètement déraisonnée. Et je pense que c'est aussi important de relever que apparemment ça sert à rien et que les recommandations qui sont 1,2 à 2 grammes, c'est ça. C'est quoi la Société américaine de sport? American College Sports Medicine. Voilà. Ouais. De 1,2 à 2 grammes par kilo, en fait, elle est largement suffisante. Puis aller au-delà, ça sert à rien. Ça fait peut-être pas de dommage en soi ou il semblerait pas trop, mais en tous les cas, ça sert à rien de dépasser 2 grammes, quoi. Mhm. Aussi. Ça Ouais. va. Après, c'est déjà dur d'arriver à 2 grammes, hein. Faut prendre beaucoup de Franchement, chips, hein. honnêtement, ouais. Faut C'est ça, ouais. Quand même, hein, ouais. Ouais. Et puis pour les limites, justement, tu nous disais, c'est clair qu'on n'a pas des études non plus sur des années et des années. Et le maximum qu'on avait, c'était sur 1 an. Et ça serait bien d'avoir d'autres types d'études, notamment les études de cohorte, en fait, où on prend les populations qui ont développé une pathologie déjà, et on retranscrit, on regarde sur des années en arrière, ben,
qu'est-ce qu'ils ont mangé et puis quel sport ils ont pratiqué, si c'était des sports de force, et voir s'il y a une corrélation avec certains types d'alimentation et le développement, par exemple, d'infarctus, ça comme ça. Et ça, ce serait aussi intéressant d'avoir des études vraiment sur des décennies, en fait. D'accord. Il y a, il y a ça, il y a aussi le fait que, ben voilà, nous, on a étudié vraiment des biomarqueurs, on a relevé les données des biomarqueurs. Donc, on se concentre uniquement sur des indicateurs indirects de la santé qui reflètent un peu le fonctionnement d'un organe, mais on ne sait pas si les variations de ces biomarqueurs, ils engendrent des différences qui sont cliniquement significatives, en fin de compte. Euh, c'est aussi ça, je pense. Oui. Oui. Ce qui fait qu'avec une cohorte, ben voilà, on aurait peut-être une meilleure idée de si oui ou non il y a une différence d'un point de vue pathologique, en fait. Bon, après, c'est vrai que c'était beaucoup des études d'intervention et des interventions qui étaient ciblées sur une durée définie, mais c'est quand même une population, en principe, qui consomme beaucoup de protéines depuis bien avant que l'étude d'intervention elle ait démarré. Je pense que la plupart des populations qui avaient dans ces études, c'est toujours des gens qui mangeaient de base un bon 1,2, 1,5 de base depuis probablement de nombreuses années, parce que c'est souvent des pratiquants qui ont un nombre d'années de pratique de musculation qui est assez élevé. Entre 5 et 9 ans de pratique au préalable, donc on peut présumer qu'ils voilà, ils avaient des apports déjà au-delà de 1,2 à la base. Donc, ça fait probablement plusieurs années qui sont high protein. Ouais. Puis après, il y a évidemment tous les facteurs confondants. Ça veut dire que la plupart de ces sportifs qui pratiquent un sport de force depuis longtemps, c'est probablement pas des gens qui fument beaucoup, pas des gens qui ont qui ont beaucoup de masse grasse, c'est probablement des gens qui sont peu sédentaires. Enfin, il y a vraiment tous les facteurs de risque qui sont en lien avec ces outcomes de santé, notamment cardiovasculaires, etc. C'est sûr que c'est quand même une population qui est moins exposée à des facteurs de risque classiques aussi de ces maladies-là, de ces maladies non transmissibles. En début de podcast, vous m'aviez dit que vous étiez pratiquant de musculation depuis 10 ans tous les deux. Est-ce que ça, ce serait pas un biais, justement? J'adore cette question. Tu aurais pu me la poser, ça aussi, bien. Ah, moi, je suis vicieux, hein. Vous avez de la chance de pas m'avoir eu en jury. C'est une très bonne question. Alors pour le coup, Selon vous? on va compléter, mais on a Parce suivi que ça vous arrange, la du coup. démarche scientifique jusqu'au Vous bout. pouvez Donc, manger vos protéines tranquillement, pas de problème de santé. Répondre, est-ce qu'on a le droit de bouffer des protes? On se rassure. alors, non, mais on a suivi la démarche scientifique jusqu'au bout. Donc, tout notre procédé, toute notre méthodologie, elle a été décrite dans le travail. Donc, on a essayé d'être le plus Oui, tout à transparent fait. possible. Notre travail il a été relu aussi par notamment Aurélien. Donc, on a aussi l'avis de personnes externes. Pas qu'on ait inventé trop n'importe quoi. A priori, c'est pas le cas. Mais déjà, ça, à mon avis, ça permet de limiter un peu les biais. Après, bien sûr, on est pratiquant, donc ça nous intéresse aussi. On a fait aussi beaucoup de recherches, donc c'était aussi un plus parce qu'on arrivait plus peut-être à appliquer un peu ce qu'on arrivait à lire, à transposer les résultats. Après, je sais pas si tu as d'autres idées. Non, c'est clair. Et puis aussi, nous deux, on n'est pas des gens qui consommons non plus énormément de protéines. On n'est pas en dessous des 2 grammes. On avait dû faire un relevé des ingestats pendant des semaines et on était à peu près à 1,5, nous deux. Donc on n'est pas des personnes qui consomment 3 grammes et on voulait pas se rassurer au mode 3 grammes, c'est super. Euh, mais c'est clair qu'il y a peut-être un biais derrière ça. Bon, après, les étudiants, ils choisissent quelque chose qui les intéresse parce que Bien sûr, bien ils évidemment. en bouffent des articles. Sinon, Ce ce sera serait toujours vraiment dommage. Ouais. Mais je pense évidemment que tu vas plus facilement présenter des résultats quand ils t'arrangent que quand ils t'arrangent pas. Ça, c'est une évidence. En l'occurrence, moi, j'essaie toujours enfin, moi, j'ai pas tellement de conflits avec ça, ou peu en tous les cas. Mais disons que on les laisse pas dire n'importe quoi. Heureusement, j'espère Quand bien. même. C'est quand même des jeunes diététiciens. Ce serait dommage que leur travail de fin d'études soit de mauvaise qualité. Ouais. Mais justement, pour rebondir sur ça, comment ça se passe un peu la formation du coup en Suisse de diététicien? C'est une bonne question. Je vous laisse expliquer un peu. Ouais. Tout d'abord, on a une année de préparatoire
avant de pouvoir faire D'accord. diététicien. C'est un espèce de tronc commun pour les métiers de la santé. Donc, il y a aussi les infirmiers, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes. Ça ressemble Et un peu au système canadien. Au Peut-être, ouais, Canada, il y a aussi une année préparatoire aux études de santé, après le bac. ouais, voilà, c'est qui ça. est pas spécifique, Ouais, c'est ça. aux diètes, qui est vraiment spécifique aux professions de santé de manière générale, C'est ça. technicien en radiologie, Ouais, sage-femme, aussi. etc. Ouais. quoi, ouais. Donc, à cette année-là, on a tous la faire. Et après, on peut s'orienter vers ce qu'on veut. Et il faut savoir que pour faire diététicien, il y a des concours d'entrée. Ils en prennent que entre 40 et 50 actuellement par année En Suisse romande. en Suisse romande. Voilà. Ensuite, les études en soi de diététicien, je te laisse présenter, Maxime, si tu veux. Oui, alors, bien sûr. Du coup, nous, on a fait un titre de Bachelor of Science selon le processus de Bologne, qui est uniformisé en tout cas en Suisse et dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc, c'est un bachelor de 3 ans avec un équivalent de 180 crédits CPS. Ça représente à peu près 5000 heures de travail, dont le travail personnel et le travail en cours. Et puis, on a aussi une grande partie où c'est des stages, en fait. On est vraiment plongé dans le milieu pratique avec 2 fois 3 mois, non, 4 fois, ouais, 4 fois 2 mois. 4 fois 2 mois, ouais. 4 fois 2 mois. Voilà, de pratique, soit en clinique, soit en cabinet privé, ou bien en santé publique, en prévention. Donc, c'est vraiment très large. On touche un petit peu à tout. Et puis, voilà, donc c'est une formation qui est assez globale, qui englobe la psychologie, tant les phénomènes physio-pathologiques que. On a 3 pôles, en fait. Il y a le pôle nutrition clinique, avec aussi la partie éducation thérapeutique, il y a la partie santé publique, et puis il y a la partie sciences des aliments. Ça, c'est vraiment les 3 pôles principaux. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, en fait, on a une formation, on appelle ça une formation duale. Ça veut dire, en fait, que la formation, elle a lieu théoriquement à l'école, mais il y a aussi une formation pratique. C'est ce qu'il disait. Donc, il y a ces stages 4 fois 2 mois. Puis en fait, les professionnels du terrain, certains sont formés, on les appelle des praticiens formateurs, et c'est des partenaires de la formation. Moi, j'ai aussi fait cette formation, en fait, voilà, parce que quand on est intéressé à avoir des étudiants sur le terrain, c'est important de savoir quels sont les critères, enfin, comment est-ce qu'on doit les amener, en fait, où est-ce qu'on doit les amener, comment est-ce qu'on fixe des objectifs, des compétences à développer, etc. Et puis, du coup, cette formation un peu tripartite comme ça entre l'école, l'étudiant et le terrain permet en fait un grand intérêt, c'est qu'elle permet en fait que dès que les diététiciens ont fini leurs études, dès que les étudiants ont terminé, ils peuvent travailler directement parce qu'ils ont déjà cette formation pratique qu'ils ont acquise justement sur le terrain. Surtout au niveau hospitalier, c'est juste, mais après, il y a aussi toute la pratique indépendante pour les prestations ambulatoires, tout ce qui est santé publique, en pharma, enfin, il y a pas mal de diversité aujourd'hui dans les débouchés. D'accord. Et est-ce qu'il y a du coup, possibilité de continuer par un master en Suisse? Oui, d'ailleurs, tu l'as fait, Aurélien. Bon, Bravo! tu l'as fait de façon, ouais, on va dire peu commune, c'est-à-dire pas directement Non, après. alors, en fait, il y a donc, ce master en fait, qui existe en Suisse romande. Il faut bien savoir que la Suisse romande, c'est quoi? C'est 2 millions d'habitants, un truc comme ça. Donc, évidemment qu'on ne peut pas faire un master que en nutrition ou un master que en physiothérapie. Donc, en fait, on fait un master en sciences de la santé qui a débuté en 2018. Donc, c'est quelque chose d'assez récent. Et puis, en fait, on groupe toutes les professions de santé ensemble, sauf les infirmières. Et puis, on a ce master qui est possible de faire. Donc, c'est un master donc, qui correspond à 90 crédits. Et c'est en fait soit à temps partiel, soit à temps plein. Ce qui permet en fait aux gens comme moi qui ont déjà eu de l'expérience pas mal de continuer à travailler sur le terrain à temps réduit et puis pouvoir faire ses études à côté. Et puis, il y a une partie qui est spécifique à la diète, évidemment, et puis il y a un gros morceau qu'elle travaille, qui est la thèse de master, en fait. Donc ça, c'est la possibilité, mais elle existe depuis peu en Suisse romande. Puis peut-être préciser D'accord. en fait qu'il y a une seule école en Suisse romande qui est à Oui. Genève. Et puis en Suisse, il y a trois écoles de diététiciens, en fait, 3 filières d'enseignement nutrition diététique qui donnent le titre de bachelor de nutrition et diète. Il y a celle à Genève, ensuite il y a une à Berne, et la troisième? Zurich, mais c'est comment tu dis? C'est à distance, en fait. C'est Ah, une Ah, distance. c'est un Ouais. distanciel. D'accord.
OK, très bien. Bah, du coup, pour, peut-être rebondir un peu sur, votre formation à vous, en Belgique, c'est, un bachelier en 3 ans. Hem, on a effectivement, si je me rappelle bien, aussi 4 moments, pour des stages pratiques. En tout, c'est plus de 600 heures de stages qui doivent être, validés à la fin du diplôme. Un travail de fin d'études, beaucoup moins poussé que le vôtre, si je puis me permettre. Puisque voilà, parfois depuis quelque temps, j'assiste, en tant que membre de jury, dans les autres écoles et je peux vous dire que, il aurait été très bien noté chez nous. Donc, Ils bravo connaissent pas déjà encore pour leur votre note, travail. accessoirement. Ah oui, c'est vrai, on connaît pas nos notes. Non, On sait que c'est réussi, mais la note, on l'a pas. parce qu'on doit uniformiser un peu avant de D'accord, ouais. délivrer les notes, mais c'est pour mercredi. Ah ouais, bon, Bah, moi, je dis que chez nous, il aurait bien été noté. Après voilà, vous notez tiens, comme vous voulez en Suisse. on retient ce que Donc j'avais retenu. donc oui, c'est 3 ans, donc du coup, c'est, 1 an de plus qu'en France. En France, c'est 2 ans. Hem, malheureusement, nous, on trouve qu'il est pas encore assez la formation n'est pas encore assez complète. Donc là, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on essaye de se battre pour qu'il passe en 4 ans, mais c'est toujours en cours, ça fait, plusieurs années que c'est en cours ce dossier. Mais on espère que ça passera en 4 ans, pour, pouvoir y ajouter plus de cours et encore plus de stages pratiques, pour que les étudiants, soient vraiment, à l'aise sur le terrain, après leur, diplomation. Mais Pour le quand tu moment, dis, nous, il y a pas de master en nutrition. ouais, quand tu dis bah, bachelier, c'est 108 ans de crédit ECTS. C'est un Ouais, bachelor ou bien c'est ça, c'est vous un le traduisez ouais, en français. ouais, nous on dit bachelier en Belgique, Ouais, ok. Mais ça veut dire que vous avez quand même, ça suit aussi les accords de Bologne, 108 ans de crédit ECTS. c'est, 60, crédits par année en 3 Ouais, ans, donc c'est ouais ouais, donc, 180, ouais. 180, c'est vrai. Donc, Ouais, non, si c'est pour ça que c'est, un mieux réputé qu'en France, enfin, en tout cas que ouais. le BTS. Mais moi, de ce que j'avais entendu, c'est que enfin, j'ai eu plusieurs avis. J'ai eu beaucoup d'avis qui m'ont dit: «Le BTS, il se fait en 2 ans, mais il est très difficile et il est très condensé». Donc c'est vraiment 2 ans, non-stop sans pause. Même l'été, ils travaillent apparemment, que ce soit, Mmh. des stages ou, leur travail de fin d'études. Et j'ai eu l'avis d'une autre personne, du coup qui était un petit peu, à part des autres, l'avis de Florian Safa, qui trouvait que lui, le BTS avait beaucoup, diminué en qualité, ces dernières, décennies. Donc, voilà, je sais pas trop où me situer. Moi, je l'ai pas fait, mais c'est vrai que vu le fait que ce soit autant condensé, ça doit quand même être dur, en fait, de le faire, parce que voilà, 2 ans à temps plein sans vraiment beaucoup de pause, c'est sportif, quoi. Nous, c'est 3 ans, mais, à chaque fois, on avait les étés pour souffler, quoi. Mmh. Mmh. Et donc voilà, pour revenir sur la Belgique, il y a pas de master en nutrition. Je sais qu'en France, on en parle de plus en plus de master en nutrition humaine, mais je pense pas que ce soit vraiment des, diplômes qui soient, très reconnus ou en tout cas, qu'ils ont mauvaise presse, auprès des diététiciens. Donc moi, j'ai continué avec un master en sciences biomédicales, mais on peut aussi faire un master en sciences de la santé publique. Enfin, ouais, c'est ça, hein, ouais, en santé publique. Pour sciences biomédicales, il faut faire une année de transition parce que, hem, la profession de diététicien, en fait, est, comment je vais dire? Est, enfin, c'est les autres écoles qui ont le monopole sur cette profession pour le moment. Donc, pour passer en université, il faut faire un an de transition, une année passerelle, on appelle ça, qui reprend les gros cours, du bachelier, en sciences biomédicales. Donc c'était en 2 ans, moi j'ai choisi une spécialité finalité, nutrition humaine, mais ça peut être d'autres, finalités et puis voilà, après si on veut, on peut continuer que par une thèse, hein, bien sûr, mais c'est pas tout le monde et voilà un petit peu comment ça se passe en Belgique. Je me suis un peu perdu là dans mes OK. explications. Mais du coup, ce que tu dis, c'est que tu peux faire, enfin, de toute façon, tu peux faire un master, mais c'est pas en nutrition et diète, Non, qui, voilà, enfin, c'est un master du coup, pour faire de la recherche, et développement, mmh, surtout en recherche fondamentale ouais. par Bah, rapport, ça ressemble quand même à ce qu'on fait nous comme master, parce que sur les 90 crédits du master, donc le titre, c'est Master en sciences de la santé, orientation, nutrition et diète. Et là, tu as donc 90 crédits.
Et je crois que c'est 25 crédits qui sont accordés, enfin, qui sont consacrés en D'accord. fait à la spécificité nutrition-diète. Tout le reste, c'est du tronc commun, stats, méthodologie de recherche, travail de master, C'est ça, etc. ouais. Mais la Là, plupart, c'est vraiment poussé recherche fondamentale. ouais. Donc, tout ce qui est études, in vitro et in vivo, donc avec des rongeurs, des poissons, un peu de tout, hein. Et donc, plus, focus sur, de la biologie moléculaire, cellulaire, de la physiopatho, et donc du coup, nous, c'est un master 120. Donc, on le fait en 2 Ah, ans, ok. 60 et 60. Heu, mais ouais, c'est beaucoup de recherche, fondamentale, dans les 2 ans, en fait, on a 11 mois en études de laboratoire, dans l'université. Donc celui-là, moi, je l'ai fait à l'UC Louvain à Bruxelles. Hem, enfin voilà un petit peu l'histoire, mais il y a pas encore de master en nutrition humaine, spécifiquement. Là, c'était vraiment master sciences biomédicales. C'est moi qui me suis orienté vers une finalité nutrition humaine, mais ça aurait pu être cancéro, ça aurait pu être neuro, il y avait plusieurs possibilités, en fait. Il y avait toxicologie aussi, Après, il faut faire son hem chemin, quoi. C'est ça. Ouais. ouais, oui. Ouais. Mhm. Ok. Hem, tu vas parfois à la FDN ou pas toi? Ouais. À FDN, il n'y a eu qu'un congrès. Ah non, AFDN, non, bah, non, non, je non, confonds avec les non, tu francophones. tu confonds avec les, JED Ouais. peut-être? Ouais, alors ça, non, tu sais, il y avait eu un truc, mais je crois que c'était à Lyon, il y a deux Oui, trois ans. oui, bah, j'y étais. Ouais, C'était, le premier er oui, congrès des et il y en a eu diététiciens francophones européens. francophone, voilà, exactement. Bah, j'avais gagné le prix Poster, Alors moi, faut savoir. j'y étais pas, Ah, hélas. Mais non, moi, je vais plutôt au JFN, aux Journées francophones de nutrition, en principe. Ça, je participe assez facilement. Là, c'est à Bah, Strasbourg c'est un en peu loin, ouais, décembre. ouais, c'est vrai, c'est un peu loin, ouais. Mais Pourquoi sinon, pas? la FDN, bah, forcément, j'en fais Un pas peu moins. partie. Ouais, mais Ouais, bah, moi non plus, hein. je sais pas s'il y a il y avait les Journées de Paris qui sont bientôt d'ailleurs, non? Bah, oui, c'est pour ça, moi, j'y vais. Ouais, non, non, C'est dans non, c'est dans 2 j'ai semaines, renoncé. Ouais, le j'ai 26 au renoncé. 28, à Paris-Montrouge. Il y a une formation que je devais faire, mais je me suis pété l'épaule juste Ah, 2 jours avant. C'était une formation sur justement la nutrition et les sports de force. C'était un jour, et puis le lendemain, c'était une nutrition sur sport d'endurance. Mais j'ai un copain qui a été, puis il m'a dit que c'était pas fou, quoi. Enfin, je sais pas, pas très bien documenté, pas ça très peut bien arriver référencé. parfois, hein. Hein? Je dis ça peut arriver parfois, hein, Ah ouais. c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quand même du boulot à faire au niveau des diététiciens, enfin, en tout cas en Belgique, sur, la formation continue. Parce que parfois, j'ai l'impression que comment je vais dire ça? Peu de diététiciens, font le processus d'approfondir, par eux-mêmes leurs connaissances via justement la lecture de la littérature et parfois se contentent juste d'une demi-journée ou une journée avec, des intervenants pas très bien réputés, pas ou enfin qui sourcent pas très bien leur formation et puis ils se disent, «Ah ben on a fait notre formation continue de l'année, c'est bon», enfin je veux dire voilà, qui font pas le cheminement de vraiment suivre, l'état actuel de la littérature, dans leur domaine bien évidemment, on peut pas tout savoir, Après, ça peut être contraignant, mais nous, on contraint justement chez nous, ouais, pour faire partie de l'association, on est obligé de répondre je sais plus, ça correspond à 6 jours de formation par an, mais dont la moitié, tu peux le justifier en participant à des colloques, à des présentations, des choses comme ça. Mais 3 jours de formation où tu te rends, voilà, une formation avec des thèmes, ça c'est obligatoire pour pouvoir rester dans l'association. Et tous les diètes indépendants qui facturent donc en indépendant, ils sont obligés de faire partie de l'association. Ça veut dire que tous les diètes qui facturent en indépendant, ils sont obligés d'avoir au minimum 6 jours de formation par année et d'être capables de le justifier. C'est le processus qualité, en ça c'est fait. bien ça. Parce Ouais. qu'en Belgique, c'est pas encore le cas, ça doit être mis en place Ah, c'est justement de politique, hein. pouvoir, tracer, la formation continue des professionnels, pour justement éviter qu'ils soient vite obsolètes parce qu'en vrai, enfin, moi je trouve que tu lis pas pendant, 2 ans, c'est compliqué quoi niveau pratique Ouais. professionnelle. Ouais, et puis surtout après, ça dépend du domaine dans lequel tu exerces, mais Oui, c'est bien clair que sûr. après aussi, si tu es tout seul, je pense que c'est très important d'aller t'enrichir un peu de l'information des autres. Mais c'est vrai que quand tu es dans une équipe de 10, de 15, ça brasse aussi beaucoup plus d'informations. Ça dépend aussi où est-ce que tu en es de ta formation. Si tu viens de finir, je pense que c'est pas obligatoire de continuer la Oui, oui. formation continue à Donf.
Mais par contre, au bout de 10 ans, je pense que c'est pas mal de se remettre en question, ça c'est clair. Enfin, ça avance, là. Ça avance vite. Voilà, bah, merci beaucoup en tout Trop cas, bien. pour votre temps et Merci pour à ce toi. travail, donc bravo aux Merci. étudiants. Ouais, Bravo à Et vous 2. finalement, on peut dire que c'est pas vraiment la quantité qui compte, mais plus la qualité des protéines, pour C'est conclure. vrai qu'on l'a même pas précisé et c'était un point des résultats. ouais, mais c'est un point de nuance, Oui, voilà. oui, oui. Voilà. Non, mais écoutez, je pense qu'on a déjà fait, un peu le tour de nos sujets, de votre travail. Je Ouais, vous propose, de conclure ici, ça vous va? top, top. Ouais. Bah, merci beaucoup, pour votre temps, pour, ce beau travail, heu, que que vous m'avez envoyé, que j'ai pu lire, j'en suis ravi de l'avoir enfin, je suis ravi de l'avoir lu en tout cas. Merci à vous.